L'inversion de contrôle est probablement le concept le plus important de Spring. Si tu comprends vraiment l'inversion de contrôle, tu comprends la philosophie de tout le framework. Dans ce cours, nous allons explorer ce concept de fond en comble. D'abord, ce qu'est l'inversion de contrôle et pourquoi elle a été inventée. Ensuite, la différence entre inversion de contrôle et injection de dépendance. Le conteneur, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce que Spring appelle un bean. Comment Spring découvre ces beans automatiquement? Les trois types d'injection avec leurs avantages et inconvénients. Le cycle de vie complet d'un bean, de la création à la destruction. Les différents scopes, singleton, prototype et les scopes web. La différence entre Bean Factory et Application Context. La configuration Java moderne avec les annotations configuration et Bean. Et enfin, comment gérer les ambiguïtés et les dépendances circulaires. Allons-y. Avant Spring, un objet créait souvent lui-même ses dépendances. Regarde ce code. Le service user crée directement un nouveau repository user. Ça paraît simple, mais c'est un problème majeur. Imagine que tu veuilles remplacer ce repository par une autre implémentation. Tu dois modifier le code du service. Imagine que tu veuilles tester ce service de manière isolée. Impossible, il traîne toujours son repository en interne. Si ce repository dépend lui-même d'une connexion à la base de données, le service en dépend aussi sans le savoir. C'est ce qu'on appelle le couplage fort. Maintenant, regarde la version avec l'inversion de contrôle. Le service déclare simplement qu'il a besoin d'un repository via son constructeur. Il ne le crée plus, il ne sait même pas d'où il vient. C'est Spring qui le fournit. Le contrôle de la création des objets est inversé. Ce n'est plus ton code qui gère les dépendances, c'est le framework. C'est exactement ça, l'inversion of control. Beaucoup de développeurs confondent l'inversion de contrôle et l'injection de dépendance. Ce sont deux choses différentes, et la distinction est importante. L'inversion de contrôle, l'IOC, est le principe général. C'est l'idée que le framework prend le contrôle de la création et de l'assemblage des objets à la place de ton code. L'injection de dépendance est la technique concrète que Spring utilise pour implémenter ce principe. Autrement dit, l'inversion de contrôle est le principe, l'injection de dépendance est le mécanisme. L'inversion de contrôle peut théoriquement être implémentée d'autres façons, par exemple via un service locator ou un pattern factory. Mais Spring a choisi l'injection de dépendance et c'est aujourd'hui la façon la plus propre et la plus testable de faire. Donc quand tu entends parler du conteneur IOC de Spring, souviens-toi, c'est le système qui applique le principe d'inversion de contrôle, en injectant automatiquement les dépendances là où elles sont nécessaires. Le cœur de Spring, c'est le conteneur IOC. Il est responsable de tout. Créer les beans, injecter leurs dépendances, gérer leur cycle de vie, les configurer et les détruire à l'arrêt. Le composant principal qui représente ce conteneur s'appelle Application Context. Concrètement, imagine un grand registre central. Au démarrage de ton application, Spring parcourt ton code, détecte tous les objets qu'il doit gérer, les crée dans le bon ordre, en tenant compte des dépendances entre eux, les connecte les uns aux autres et les stocke dans ce conteneur. À partir de là, chaque fois qu'un objet a besoin d'une dépendance, Spring la retrouve dans le conteneur et l'injecte automatiquement. Tu n'instancies plus jamais tes objets manuellement avec le mot-clé new. C'est Spring qui fait ça à ta place. Et c'est précisément ce renversement de responsabilité qui s'appelle l'inversion de contrôle. Dans le vocabulaire Spring, un bean est simplement un objet Java géré par le conteneur. Pour que Spring prenne en charge un objet, il faut le lui indiquer. La façon la plus simple, c'est d'annoter la classe avec component ou l'une de ses dérivées service, repository, contrôleur. Ces annotations n'ont pas de différence fonctionnelle avec component. Elles servent surtout à documenter l'intention. L'annotation service pour la couche métier, l'annotation repository pour l'accès aux données, l'annotation contrôleur pour les endpoints web. Au démarrage de l'application, Spring va scanner les packages, détecter toutes les classes annotées, créer les instances correspondantes et les stocker dans le conteneur sous forme de beans. Une fois dans le conteneur, ces beans sont disponibles pour être injectés partout où ils sont nécessaires dans l'application. Comment Spring découvre-t-il ces beans automatiquement? Grâce au mécanisme qu'on appelle le component scan. Quand tu utilises Spring Boot, l'annotation Spring Boot Application active automatiquement plusieurs fonctionnalités, dont le component scan. Par défaut, Spring Boot va scanner le package de la classe principale et tous ses sous-packages. Il recherche toutes les classes annotées avec component, service, repository, contrôleur et rest contrôleur. Dès qu'il en trouve une, il la crée et l'enregistre dans le conteneur. Ce mécanisme est automatique et très puissant. Il te suffit d'annoter une classe et Spring la gère pour toi. Tu peux aussi personnaliser les packages à scanner avec les paramètres du component scan ou définir tes beans manuellement via les annotations configuration et bean. Il existe trois façons d'injecter des dépendances dans Spring. La première
Et de loin la plus recommandée, c'est l'injection par constructeur. Le principe est simple, tu déclares tes dépendances comme paramètres du constructeur. Spring voit que pour créer le service user, il lui faut un repository user. Il le récupère dans le conteneur et l'injecte au moment de la construction. Cette approche a 3 avantages majeurs. Premier avantage, l'immutabilité. Avec un champ final, la dépendance ne peut plus être modifiée après injection. Ton objet est dans un état stable et prévisible. Deuxième avantage, la testabilité. Pour tester le service, tu passes simplement un mock du repository directement dans le constructeur. Aucune magie de réflexion nécessaire. Troisième avantage, les dépendances obligatoires sont explicites. Si le repository manque dans le conteneur, Spring lève une exception au démarrage, pas en production à 3 heures du matin. Depuis Spring 4 mars, si une classe n'a qu'un seul constructeur, la notation AutoWired n'est même plus nécessaire. Spring la détecte automatiquement. La deuxième méthode d'injection, c'est l'injection par setter. Spring appelle le setter après avoir créé l'objet et injecte la dépendance. Cette approche est réservée aux dépendances optionnelles, celles qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de base de l'objet. Elle a un inconvénient notable. Le champ n'est pas final, donc l'objet peut se retrouver dans un état partiellement initialisé. La troisième méthode, c'est l'injection par champ, avec la notation AutoWired directement sur l'attribut. Elle semble pratique car elle est très concise, mais elle est généralement déconseillée pour plusieurs raisons. Premièrement, elle utilise la réflexion Java pour injecter la valeur, ce qui contourne l'encapsulation. Deuxièmement, elle rend le test unitaire plus difficile. Pour injecter un mock, tu dois recourir à des frameworks de tests spéciaux. Troisièmement, les dépendances sont cachées dans le code. On ne les voit pas dans la signature de la classe. Beaucoup d'équipes ont aujourd'hui des règles SonarQube qui interdisent cette approche dans leur code base. Chaque bin Spring passe par un cycle de vie bien défini. Au démarrage de l'application, Spring exécute les étapes suivantes. Étape 1, le scan des composants. Spring parcourt les packages et détecte les classes annotées. Étape 2, la création du bin. Spring instancie la classe en utilisant le constructeur approprié. Étape 3, l'injection des dépendances. Spring résout toutes les dépendances et les injecte dans le bin. Étape 4, l'appel des méthodes d'initialisation. Si tu as annoté une méthode avec PostConstruct, elle est appelée ici. C'est le moment pour faire des initialisations après injection. Étape 5, le bin est prêt. Il est disponible dans le conteneur et peut être injecté partout où nécessaire. À l'arrêt de l'application, Spring déclenche les étapes suivantes. Étape 6, l'appel des méthodes de destruction. Si tu as annoté une méthode avec pre-destroy, elle est appelée ici. Tu peux y fermer des connexions ou libérer des ressources. Étape 7, suppression du bin du conteneur. Spring gère tout ce cycle automatiquement. Tu n'as à intervenir que si tu as une logique spécifique d'initialisation ou de nettoyage. Par défaut, chaque bin Spring est un singleton. Cela signifie qu'il n'existe qu'une seule instance de ce bin dans tout le conteneur. Que 10, 100 ou 1000 objets aient besoin du service user, Spring leur injectera toujours la même instance. C'est le comportement par défaut et c'est ce qui convient à la plupart des cas. Pour les services sans état, un singleton est parfait. Mais parfois, tu as besoin d'une nouvelle instance à chaque utilisation. C'est le scope prototype. Avec la notation scope prototype, chaque appel à la méthode getBin crée une nouvelle instance. Attention, contrairement au singleton, Spring ne gère pas la destruction des bins prototypes. C'est à toi de t'en occuper. Pour les applications web, Spring propose des scopes supplémentaires. Le scope request crée un bin par requête HTTP. Le scope session crée un bin par session utilisateur. Le scope authentication crée un bin pour toute la durée du contexte web. Et le scope WebSocket crée un bin par connexion WebSocket. Ces scopes web permettent de gérer finement la durée de vie des objets, en fonction du contexte de la requête. Spring propose 2 interfaces principales pour le conteneur IOC. La première, Bin Factory, est le conteneur minimal. Elle offre le chargement paresseux des bins. Un bin n'est créé que lorsqu'il est demandé pour la première fois. Elle est peu utilisée directement dans les applications modernes. La seconde, Application Contexte, étend Bin Factory et ajoute de nombreuses fonctionnalités. La gestion des événements applicatifs avec le pattern Publish Subscribe, l'internationalisation avec la résolution des messages, l'intégration avec l'AOP, la programmation orientée aspect, la prise en charge des annotations comme AutoWired et Value, la gestion avancée du cycle de vie des bins, le préchargement des bins singleton au démarrage. Dans une application Spring Boot, c'est toujours application contexte qui est utilisée. La Bin Factory reste utile dans des contextes contraints, comme des systèmes embarqués où la mémoire est limitée. Dans la pratique, tu n'interagis que rarement directement avec le conteneur.
Spring s'en charge pour toi, en coulisses. Avec l'évolution de Spring, la configuration Java est devenue la norme. Au lieu d'annoter tes classes de service, tu peux créer une classe de configuration, annoter avec configuration, et y déclarer tes beans avec l'annotation bean. Chaque méthode annotée bean retourne un objet qui sera enregistré dans le conteneur sous ce nom. Pour les dépendances, tu peux les déclarer en paramètres de la méthode bean. Spring les résoudra automatiquement dans le conteneur et les injectera. Cette approche est particulièrement utile pour intégrer des librairies tierces dont tu ne peux pas modifier le code source pour y ajouter des annotations. Tu peux aussi combiner les deux approches. Des classes annotées component pour ton propre code et des classes de configuration pour les dépendances externes. Spring Boot utilise abondamment configuration en interne dans toutes ses classes d'autoconfiguration pour configurer automatiquement des beans comme Data Source, JDBC Template ou Cache Manager. Un cas classique qui fait planter les débutants, les ambiguïtés. Imagine que tu as une interface Payment Service et deux implémentations, PayPal Service et Stripe Service. Toutes deux sont annotées Service. Quand Spring essaye d'injecter un Payment Service quelque part, il trouve deux beans correspondants et ne sait pas lequel choisir. Il lève une exception, No Unique Bean Definition Exception. Il y a deux solutions. La première, l'annotation qualifier. Tu indiques explicitement quel bean tu veux injecter en passant son nom entre guillemets. Par convention, le nom d'un bean est le nom de la classe en camel case. La seconde, l'annotation primary. Tu marques l'une des implémentations comme celle à utiliser par défaut. Spring la choisira automatiquement quand aucun qualifié n'est spécifié. La notation primary est utile quand tu as une implémentation principale et des alternatives secondaires pour des cas spécifiques. Le choix entre les deux dépend de ton cas d'usage. Primary pour une règle globale, qualifié pour un choix ciblé. Un autre problème que tu rencontreras peut-être, les dépendances circulaires. Imagine que la classe A dépend de la classe B et que la classe B dépend elle-même de la classe A. Spring essaye de créer A, mais pour ça il a besoin de B. Il essaye de créer B, mais pour ça il a besoin de A, qui n'existe pas encore. Boucle infinie. Spring détecte ce problème et lève une exception explicite. Bean currently in creation exception. C'est une bonne nouvelle, tu le sais au démarrage, pas en production. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une dépendance circulaire est généralement le signe d'un problème de conception. Deux classes qui se dépendent mutuellement sont trop couplées. La solution habituelle est d'extraire la logique commune dans une troisième classe, ou de revoir la responsabilité de chaque classe. Dans de rares cas légitimes, l'injection par CT peut contourner le problème, mais c'est un pansement sur une mauvaise conception. Corrige l'architecture, c'est presque toujours la bonne réponse. Faisons maintenant la synthèse de ce que nous avons vu. Sans inversion de contrôle, la chaîne de dépendance est gérée manuellement dans ton code. Le service user crée lui-même le repository user, qui crée lui-même la data source. Le couplage est fort, les tests sont difficiles, le code est rigide. Avec l'inversion de contrôle, le conteneur Spring est au centre. Il crée la data source, crée le repository user avec la data source injectée, crée le service user avec le repository injecté. Ton code ne contient plus de new pour les dépendances. Les avantages sont réels et profonds. Code plus propre, faible couplage, tests simplifiés, remplacement facile des implémentations, meilleure maintenance, architecture plus modulaire. Si un recruteur te demande d'expliquer l'inversion de contrôle dans Spring, voilà ta réponse. L'IOC est un principe où Spring prend en charge la création, la configuration et l'assemblage des objets. Ces objets, appelés beans, sont gérés par le conteneur Application Context. Spring implémente l'IOC grâce à l'injection de dépendances, qui permet d'injecter automatiquement les dépendances plutôt que de les créer manuellement dans le code. C'est la réponse attendue dans la majorité des entretiens Spring Boot.